Madame, monsieur, bonsoir. Le Cameroun est-il devenu une destination infréquentable? En dehors de quelques menus fréquents, les Camerounais ont un lointain souvenir d'un chef d'État parmi les plus grands du monde. À la faveur de la visite de Michael Jean, nous ouvrons cette brèche pour comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait problème? De Nicolas Sarkozy à François Hollande, en passant par Barack Obama, Angela Merkel, Tony Blair, pour ne citer que ces quelques grosses têtes de la diplomatie à l'international, les grands manquent de visiter le pays de Paul Biya. Nous en parlerons donc dans la première partie de cette émission. En deuxième partie, nous reviendrons sur l'opération Épervier. En effet, selon certaines informations, sur très haute instruction du chef de l'État, pas moins de 4 missions d'enquête séjournent en ce moment en Europe et en Asie. L'objectif est clair sur certaines affaires. L'objectif, voilà, est de voir un peu plus clair sur certaines affaires qui impliqueraient certains dignitaires du régime de Yaoundé. Les personnalités chargées de diligenter ces opérations auront également pour mission de conclure avec les établissements financiers situés dans les pays ciblés des accords visant à définir les modalités de retour au Cameroun des fonds dont le pays a pu prouver la propriété légitime. Avec cette sortie de Paul Biya, peut-on croire que la lutte contre les prévaricateurs de la fortune publique a pris du poil de la bête? Paul Biya veut-il relancer l'opération Épervier ou est-ce une autre dépense de prestige initiée par certaines personnes pour distraire une fois de plus l'argent du contribuable? Que sont devenus les résultats d'enquête payés à prix d'or à Maître Vergès et à l'expert financier d'Oconis? Des questions et bien d'autres que nous aborderons dans un instant. Et en dernière partie de cette émission, nous parlerons culture. À la suite du protocole d'accord signé le 22 mars dernier entre les présidents des conseils d'administration de la CMC et de la SOCAM. Ceci dans le but de rétablir la légitimité et la légalité dans la gestion collective du droit d'auteur du domaine musical au Cameroun. Avec ce protocole d'accord, s'achemine-t-on vers une sortie de crise du droit d'auteur au Cameroun? Pour parler donc de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Hilaire Amekwe. Il est membre du bureau politique de l'Union des populations du Cameroun. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Thierry. Merci de nous faire l'amitié d'honorer votre présence parmi nous, une fois de plus. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous aurez en face de vous ce soir une autre personnalité qu'on ne présente plus, André Luther Meka, qui est socio-communicateur et habitué du plateau de Face à Face. C'est sur Camille 24. Bonsoir, monsieur André Luther Meka. Bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de participer au débat dans cette télévision futuriste. Une fois de plus, merci d'avoir accepté d'être de nôtres ce soir. C'est un plaisir. Madame, monsieur, vous pourrez également suivre cette émission sur notre site internet à l'adresse www.camnews24.net. Retrouvons-nous juste dans un instant pour le débat. Bonsoir une fois de plus. Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, vient d'achever une visite officielle au Cameroun à l'invitation du chef de l'État. Cette journaliste canadienne portait le 30 novembre 2014 et a eu un agenda fort chargé. Mais en dehors de cette visite, les Camerounais ont un lointain souvenir d'un chef d'État parmi les plus grands du monde. De Nicolas Sarkozy à François Hollande, en passant par Barack Obama, Angela Merkel, Tony Blair, pour ne citer que cela, les Camerounais ont toujours eu droit à quelques menus frétins. Pourquoi les grands de ce monde évitent le pays? C'est la principale question qui va meubler les échanges de cette première partie. Si je vous renvoie cette question, monsieur Amekwe, pourquoi les grands de ce monde évitent le Cameroun? Bon, je ne sais pas si les grands de ce monde évitent le Cameroun. Je pense plutôt qu'ils s'intéressent trop au Cameroun. Ils s'intéressent trop au Cameroun parce que, comme a dit un homme politique français, c'est un problème d'intérêt. C'est un problème d'intérêt et quand on vient, c'est pour essayer de capter ce qu'on n'a pas pu prendre à distance. Ici, dans notre pays, on facilite la prise de tout. Pourquoi est-ce que c'est les grosses personnalités qui vont arriver si
les personnes de second rang peuvent arriver et arracher nos forêts, et arracher nos bois, et arracher nos pétroles, et arracher tout. Donc je pense qu'ils s'intéressent bien à notre pays, mais c'est tellement facile chez nous qu'ils n'ont pas besoin de bouger les plus grands. Alors, pensez-vous, comme Amekwe, que les grands de ce pays s'intéressent, peut-être à distance, au Cameroun, mais sans pour autant y séjourner de temps à autre? Bon, ce que nous devons dire, c'est que la diplomatie camerounaise est efficace. Pour la simple raison que la diplomatie camerounaise est en harmonie avec les grandes institutions mondiales. Je veux parler, les Camerounais siègent à l'ONU, les Camerounais siègent au Commonwealth, les Camerounais sont à l'Organisation internationale de la francophonie. Cela démontre effectivement que la diplomatie camerounaise est en phase avec le monde. Et cette phase avec le monde n'exclut pas que le Cameroun ait pris le virage du conscientisme dont parlait Kwame Nkrumah, c'est-à-dire de l'autocentralisation du développement en faveur des Camerounais. Et c'est pour cette raison, effectivement, que j'allais dire les profiteurs de l'économie mondiale n'arrivent pas effectivement à venir au Cameroun, parce que le chef de l'État, le président Paul Biya, le peuple camerounais en lui-même a pris conscience de pouvoir faire en sorte que les ressources du Cameroun soient exploitées par les Camerounais et soient profitables aux Camerounais. C'est ça qui fait en sorte que vous n'allez plus voir défiler le balai des grands présidents qui ne viennent pas pour le plaisir des beaux yeux des Camerounais, qui ne viennent pas pour le plaisir du tourisme camerounais, qui viennent effectivement pour signer les accords à coups de milliards. Et il faut dire que la récréation étant terminée, ils ne viennent plus parce qu'effectivement, le pays n'est plus leur chasse gardée. Alors, pensez-vous sincèrement que si des gens tels que, ou des personnalités telles que François Hollande de la France, Barack Obama des États-Unis viennent au Cameroun, c'est simplement parce que le chef de l'État, comme l'a souligné Nicolae Meka, a voulu, une fois de plus, pratiquer du protectionnisme autour des affaires camerounaises? Bon, en fait, à cette question, j'ai une image. L'image que j'ai d'abord, c'est les balais au Palais de l'Unité et la position que prend généralement le visiteur. Alors, ça dit tout. Je ne suis pas d'avis avec Parfait. Pourquoi? Parce que, d'abord, la diplomatie est-elle efficace? Pourquoi est-elle efficace? Je dis, pourquoi est-ce que Hollande se déplacerait pour venir négocier à un endroit où Michel Roussin réussit sans problème? Pourquoi est-ce qu'un chef d'État d'un tel calibre se déplacerait si par un coup de téléphone, il peut donner des injonctions qui permettent de bouger les responsables du pays? C'est la question qu'on pose. Donc, quand mon ami Meka dit que la diplomatie fonctionne et que les Camerounais sont propriétaires de leurs ressources, moi je dis, je ne sais pas si notre régie Fercam, qui appartenait aux Camerounais hier, appartient aux Camerounais aujourd'hui. Si notre Sonel, si notre SNEC appartient aux Camerounais, alors soyons sérieux. Nous sommes complètement dépouillés de toutes nos richesses. Tout de suite, en arrivant ici, il y a les billes de bois qui partent de l'entrée de l'aéroport au parc à bois. C'est une propriété camerounaise. Est-ce que nous, dans nos ménages, nous ressentons le retour de toute cette exploitation-là? Donc notre économie est complètement pillée par ces puissances et nous leur avons tellement facilité la tâche que les gros calibres ne se dérangent pas à venir, puisque les menus fretins, comme tu le dis, réussissent à prendre tout. Voilà. Quel est votre avis sur la question? Le Cameroun pratique certainement une diplomatie avant-gardiste, tel que vous l'avez souligné, mais il se trouve, tel que le souligne M. Koué, qu'il est tellement facile d'avoir accès aux ressources
locales sans pour autant faire assez d'efforts dont les grands n'ont pas besoin de se mobiliser. Moi, je suis un peu surpris. J'aurais demandé à M. Amokwe de nous donner quelques exemples de ces personnalités de seconde zone qui ont démarché de façon facile. Je crois qu'il n'a pas compris la problématique. La problématique est celle que je vous donne, c'est que le Cameroun a pris conscience du développement, de l'horizon futuriste qu'il devrait y avoir. C'est-à-dire, comme le disait quelqu'un, un homme politique malheureusement, qui est aussi persécuté par ces blancs barbos, qui disait du 50-50, c'est-à-dire 50-50. Donc, aujourd'hui, vous allez constater effectivement que tous les contrats qui ont été élaborés pendant la colonisation, après la colonisation, sont en renouvellement. Et il y a que le Cameroun va vers les partenaires qui prennent en compte les besoins des Camerounais et qui prennent en compte... partenaires selon vous? Mais vous savez, les pays émergents, tels que la Chine. La Chine, le Brésil, l'Inde, et vous savez aussi que la Russie s'y intéresse. Donc, automatiquement, la vieille garde occidentale, qui est la France, les États-Unis, toute cette vieille garde-là, commence à se trouver marginalisée. Alors, et ce qu'ils trouvent important, c'est de boycotter les visites dans notre pays. Mais on n'en a que cure. Hein. Mais là, vous avez parlé des pays émergents, vous avez cité le Brésil, la Chine, quelque peu, la Turquie qui est, c'est vrai, un peu en difficulté en Europe, mais ce sont des pays vers lesquels on va. Même jusque-là, on ne voit quand même pas le chef d'État fouler le Cameroun. Non, mais vous n'allez pas le dire. Comment pouvez-vous dire? Nous avons vu le président chinois. En 2007. En 2007, venir. Cela fait quand même 7 ans. Non, mais 8 ans. Oui, mais le président. Oui, mais Lula, c'était une grosse pointure mondiale. Il est venu au Cameroun. Et aucun président au monde, aucun président africain en Afrique n'a jamais été reçu comme le président Biya a été reçu en Chine. Cela démontre tout le pays était en couleur camerounaise. Les timbres, même ce jour-là, étaient à l'image du président Biya et du président Lula. Mais cela fait quand même longtemps, hein? Cela fait au Brésil longtemps et du président que le Cameroun n'a pas accueilli en son sein des grosses pointures. On a vu, hein, Michael Jean a fait l'objet d'une mobilisation tout azimut, au point où certaines grosses pointures de la littérature camerounaise sont même montées au créneau pour fustiger cette façon d'apprécier une visite comme celle-là, sous prétexte que des institutions telles que la francophonie n'apporteraient rien à l'Afrique, notamment au Cameroun. Pourquoi je reviens, hein, si on les appelle des grands, pourquoi ces grands, justement, ne manifestent pas ce désir de venir peut-être dîner en face de leur homologue? Bon, je commence d'abord par donner une réponse par rapport à ce que Luther Meka a dit tout à l'heure, que je donne un exemple. Oui. Nous sommes journalistes, lui aussi il a pratiqué pendant longtemps. Nous savons très bien que dans une entreprise publique de Douala, un directeur a été viré après l'arrivée de Michel Roussin, le numéro 2 du groupe Bolloré. Tous les journalistes savent ce qui s'est passé. Donc, voilà un exemple, parmi tant d'autres. Nous savons très bien que notre pays est un pays qui est, comme on dit, c'est un miracle. Mais c'est un gâchis naturel. Gâchis naturel, pourquoi? Parce que ce que nous avons comme richesse contraste avec le vécu quotidien du Camerounais. Alors, et parce que nous sommes ce paradis-là, c'est normal qu'il y ait des vautours qui rôdent. Mais prétendre que actuellement nous sommes ouverts ailleurs, nous aimerions bien que ce soit clair et que le président de la République puisse le déclarer clairement que la compétition est mise en place. Nous connaissons ce qui s'est passé avec le pont du Vouri, le deuxième pont sur le Vouri. Après, finalement, c'est cette France-là qui a pris.
Et tu as bien fait de poser la question. Si nous sommes ouverts ailleurs, Lula est venu il y a combien de temps? Il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps qu'il était là. Parce qu'il y avait un marché à conquérir. Il est arrivé. Et je continue, j'insiste. On commence par le menu fretin, les démarches avancent, c'est quand ça n'avance plus que les grosses pointures sortent. Or, si chez nous ça passe facilement comme du couteau dans le beurre, c'est normal qu'on ne voit pas ces grands-là arriver dans notre pays. Parce que ça passe facilement. Tout est arraché facilement. La négociation n'est pas serrée. Non, je précise, hein, parce qu'il ne faut pas fourvoyer les téléspectateurs. Ces grands ne viennent pas parce que leur marché ne passe plus. Il faudrait que les téléspectateurs comprennent cela. Et nous autres qui avons une lecture de la vie politique, nous savons effectivement qu'il s'agit d'un boycott du Cameroun parce qu'effectivement ils sont marginalisés dans les marchés. Et il y a un certain nombre de... Donc vous estimez que le chef de l'État a choisi peut-être de changer quelque peu le cap sur le plan des relations bilatérales avec l'ancienne garde? Mais ça saute à l'œil nu. Ça saute à l'œil nu que le Cameroun va vers les partenaires où on peut également gagner et où on peut effectivement maximiser les gains et réduire les coûts. Je crois que c'est ça qui fait en sorte que il puisse y avoir un boycott. Bon, vous savez très bien que Fillon était au Cameroun. Il était là, Laurent Fabius vient d'être là. Donc, il y a quand même une diplomatie française qui est en train de faire le parlementarisme de couloir pour un certain nombre de marchés, pour un certain nombre de causes dont nous ne pouvons pas évoquer ici, qui sont tout à fait sensibles. Mais nous savons pertinemment qu'il y a un boycott des hautes personnalités des pays occidentaux parce qu'effectivement, ils se trouvent marginalisés dans les marchés, dans la mangeoire qui leur était réservée à l'époque et dont ils croyaient que c'est une chasse gâtée. Vous savez que le Sénat français a sorti un rapport en disant « l'Afrique, c'est notre avenir ». Ils veulent manger sur le dos de l'Afrique. Et maintenant, les Africains ont pris conscience et cela leur amène à boycotter un peu notre diplomatie, à montrer que nous sommes dans une gouvernance archaïque. Nous connaissons toute cette dérive médiatique et communicationnelle à travers Jeune Afrique, à travers le monde. Tout cela, c'est une affaire de marché. C'est une affaire de marché et aujourd'hui, c'est parce que le chef de l'État, le président Paul Biya, a pris conscience. Alors, on a quand même vu, hein, on a vu certains chefs d'État survoler le Cameroun pour aller notamment au Gabon, au Sénégal, aller même au Ghana, au Kenya, mais jamais au Cameroun. Comment peut-on expliquer cette situation? Parce qu'il y a certaines langues qui arguent que la diplomatie camerounaise est amorphe. Certaines personnes qui arguent justement que le mode de gouvernance également au Cameroun se pose avec beaucoup d'acuité. Selon vous, qu'est-ce qui fait problème jusqu'ici? Bon, je crois que quand les diplomates arrivent dans un pays, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en compte. Hein? Et il ne faut pas aussi ignorer les amitiés personnelles qui peuvent exister. Parce que vous savez très bien qu'il y a des accords, il y a même des convergences idéologiques qui peuvent amener des personnalités à se rapprocher et à être ensemble. Alors, notre cas, je suis partiellement d'accord avec Luther Meka sur le boycott de la sur le boycott, sur en fait, une tentative de boycott. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est la raison qu'il donne. Ce n'est pas le chef de l'État. Ce n'est pas le chef de l'État parce que le chef de l'État fait partie d'un système. Ce système aujourd'hui mis en place, un système qui n'a pas changé. Ce système qui fait carrément
qui ouvre notre pays, ce système qui a été conçu avec des accords qui nous lient jusqu'aujourd'hui. En fait, à ma connaissance, ces accords n'ont jamais été dénoncés. Mais il y a, au niveau du peuple camerounais, un sentiment de révolte contre l'impérialisme. Et ça pousse l'impérialiste à reviser un peu sa position et à faire extrêmement attention. Mais c'est vrai que au Cameroun, quand ça va très bien, c'est le chef de l'État, mais quand ça va mal, ce n'est plus lui. Mais il faut dire que le peuple camerounais, et là je suis d'accord avec lui, a pris conscience d'un certain nombre de choses. Le peuple camerounais a été à l'école de la Côte d'Ivoire, de la Libye, et le peuple camerounais s'est mobilisé pour dire ça ne se passera pas comme ça chez nous. Donc, nous devons tirer le chapeau à ce peuple qui a compris que le Cameroun doit appartenir aux Camerounais. Mais le système qui est là n'a rien fait pour se défaire des liens, des chaînes engagées après la colonisation. Ces accords, tant que ces accords ne sont pas clairement dénoncés par ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'on est en train de partir d'un point à l'autre. Justement, M. Meka semble souligner que le Cameroun, avec Paul Biya, est en train de faire suffisamment d'efforts pour que ces accords qui avaient été signés naguère soient remis sur la table et pourquoi pas analysés de nouveau. Et c'est peut-être ce qui poserait problème aujourd'hui et c'est peut-être ce qui expliquerait ce semblant, comme vous l'avez souligné, ce semblant de boycott qu'on semble voir ces derniers jours. En tout cas, le président de la République est dans son rôle. Hein. Comme on le dit dans notre métier, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent pas le journaliste. Donc, si le chef de l'État fait cela, il est dans son rôle. C'est tout à fait normal. Donc, mais le peuple camerounais, c'est ce peuple-là qui est en train d'impulser. Et il faudrait qu'on permette, c'est-à-dire que le système permette à ce peuple-là de pousser le bouchon. C'est-à-dire en soumettant clairement ces accords-là en négociation, en débat dans nos parlements. Parce que le Parlement, c'est là-bas que le peuple s'exprime. En d'autres cas, quand on écoute des propos de Nicolas Sarkozy au lendemain de sa prise de fonction, il est revenu sur la Franc-Afrique, il est revenu sur la longévité des chefs d'État. Et quand on écoute également les sorties de Barack Obama, c'est pratiquement le même discours. Le problème de la diplomatie ne se pose pas seulement sur le plan économique. Beaucoup arguent que le système de gouvernance également pratiqué dans les pays africains, notamment au Cameroun, pose quelques problèmes. Notamment, il parle du principe de l'alternance, le principe de l'organisation même des élections qui gênent un peu la communauté internationale. Ne pensez-vous pas que ce sont là quelques éléments et qui pourraient expliquer le désintérêt du Cameroun aux yeux de ces grands? Ce serait trop facile. Hein? Ce serait trop facile. Le slogan du chef de l'État, c'était l'appel du peuple. Et je crois que l'élément fondamental de la démocratie, c'est l'élection, c'est le vote. Et le peuple camerounais a voté en toute âme et conscience le président Paul Biya. Et tous les opposants du Cameroun, tous les partis politiques du Cameroun savent que le président Biya a gagné. Il a gagné. Et on ne peut pas... La limitation des mandats, il y a eu un débat, très long sur la limitation des mandats qui est antidémocratique parce qu'on doit permettre au peuple de choisir qui il veut. On doit donner la possibilité à quelqu'un de se présenter aux élections dès lors que le peuple l'a accepté. Je crois qu'il y a un véritable problème de croire que le fait que les chefs d'État des grands pays ne viennent pas au Cameroun soit une raison politique. Ce n'est pas une raison politique, c'est une raison économique. Je vais prendre un exemple. Sarkozy, lorsqu'il fait le tour de l'Afrique, il s'arrête au Gabon. Et nous savons quel a été le rôle
de la France dans l'élection du président gabonais. Et d'ailleurs, beaucoup d'encre et de salive avaient coulé à l'époque, lorsqu'il y a même eu des émeutes. Jusqu'à présent, il semblerait qu'il y en a encore. Parce que, d'après les informations que nous avons, lorsque le président Ali Bongo Ondimba est entré dans le conscientisme de Nkrumah, il s'est avéré effectivement qu'il y a eu des pamphlets qui sont sortis sur sa personne. Il s'est arrêté en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, qui était installé là-bas? Il s'agit du président Ouattara. Donc beaucoup ont pensé, beaucoup ont même dit qu'effectivement, c'était presque une relation tutélaire de la France. Il s'est arrêté au Sénégal où les marchés de la France sont indiscutables avec aucun pays au monde. Donc, c'est pour vous présenter en fait que cet itinéraire n'est pas un itinéraire politique, c'est un itinéraire non seulement politique, mais économique, parce qu'effectivement, c'est une sorte de baptême, d'itinéraire de baptême de là où la France a les grandes parts de marché. Les Camerounais ne sont pas dupes, nous ne sommes pas dupes. Nous savons très bien que le président Biya a fait un virage vers le conscientisme. Il a fait un virage vers le développement pour le peuple et par le peuple. Et à ce niveau-là, effectivement, la France tutélaire, l'Occident tutélaire commence à avoir un problème. Et je peux vous rassurer que j'ai la ferme analyse que c'est un problème économique. Parce que vous avez vu, à l'époque, il n'y a pas 2 ans, le MEDEF a appelé le président camerounais dans un dîner de travail où il y avait des hommes d'affaires français. C'était effectivement pour consolider les liens de marché, pour conquérir les parts de marché dont la France semblait avoir perdu. Je crois qu'il est important que je souligne aux Camerounais que ce boycott des chefs d'État occidentaux au Cameroun est un boycott économique. Et pour moi, que les médias mettent ça comme agenda sitting, un débat de discussion, me semble pertinent, simplement pour que nous venions dire aux Camerounais que notre pays est finalement protégé. Et c'est pour ça que ces grands du monde, qui ne trouvent plus leur part en Afrique, dont ils trouvaient sauvage, dans la pétulance noire, comme parlait Hegel, ils n'ont plus la main mise là. C'est pour ça qu'ils sont tous en crise. Ils sont tous en crise. Et vous allez voir la France en crise, la Grèce en crise. Ils sont tous endettés parce qu'effectivement, l'Afrique était la vache à lait de leur système. Alors, qu'est-ce que vous dites de la sortie d'André Tormeka? Est-ce au-delà du problème politique, parce qu'il semble carrément l'éluder, davantage un problème économique? Parce que quand on écoute quand même, juste pour vous relancer, quand on écoute quand même les sorties, les propos du président américain, quand on écoute quelque peu Angela Merkel, ou on l'a vu encore avant, le dénouement de l'affaire Moulin-Fournier, on a écouté les propos de François Hollande, quelque peu même haineux. Quand on analyse justement toutes ces situations, est-ce qu'on a toujours envie de croire que c'est un problème économique? Le problème politique ne se pose-t-il pas? En tout cas, je suis d'accord, c'est un problème. En tout cas, ça a toujours été un problème économique. Parce que l'Occident est venu ici chercher la pitance pour nourrir les Occidentaux. Donc c'est un problème économique, d'accord, mais c'est le politique qui gère l'économie. Bon, et deuxièmement, on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Ce sont ces impérialistes qui, pendant que les Camerounais essayent de contester le système électoral, félicitent le président élu avant même que le Parlement ait proclamé les résultats. Cette France-là, donc, aujourd'hui, cette France-là pense que il n'y a pas d'alternance. Notre position à l'UPC a toujours été claire. Nous disons que ce pays est arrivé à l'indépendance sans suivre les canons nécessaires. Notre pays n'a jamais eu de constituante. C'est-à-dire que les Camerounais ne se sont jamais assis pour se donner une constitution, une vraie constitution camerounaise. Donc, la limitation du mandat ou pas la limitation du mandat, pour nous, ce n'est pas là le véritable problème.
Le véritable problème, c'est le système électoral. Quel est le système électoral qu'il y a au Cameroun? Est-ce que les élections au Cameroun sont justes, transparentes et équitables? Nous avons la réponse non. Et Donc, nous avons dit qu'il y a, nous avons fait une proposition en 6 points, sans lesquels les élections ne peuvent pas être transparentes. La France, l'Europe impérialiste, n'a jamais accompagné ces propositions-là. Si elle voulait vraiment que le processus électoral soit bon dans notre pays, elle n'aurait pas donné son notion à une élection qui n'était pas à l'élection d'un homme, alors que la Cour suprême n'avait même pas encore proclamé les résultats. Deuxièmement, nous voyons ces impérialistes fonctionner à tête chercheuse. La manière dont on adoube certaines personnes dans d'autres pays, ce n'est pas la même manière ailleurs. Et nous savons en Côte d'Ivoire que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est bien différent de ce qui s'est passé au Cameroun. Bon, mon ami Meka dit que le président Paul Biya a été élu. Bon, et par tout le monde, et accepté. Nous savons très bien que le Cameroun, aujourd'hui, avec une population d'au moins, je dis, bas mot, 22 millions, a une population électorale de la moitié, c'est-à-dire au moins 10 millions de Camerounais. Si vous regardez les élections depuis 1992 jusqu'à récemment, il n'y a jamais eu 5 millions de Camerounais qui soient allés voter. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur une telle élection pour dire telle personne a la majorité. Mais maintenant, pourquoi les Camerounais ne partent pas voter? Parce qu'ils sont convaincus que leur vote ne compte pas. D'accord, là c'est tout un autre problème, hein? C'est tout un autre débat. Mais quand même, quand on analyse, hein, vous avez parlé suffisamment du principe de l'élection équitable, juste et transparente, qui est un gage quand même de la politique et de la démocratie. On sait justement que les États-Unis, la France, l'Allemagne et plusieurs grosses puissances mondiales se fondent généralement sur ce principe électoral pour déterminer l'importance sur le plan diplomatique d'un pays. Et apparemment, le système électoral du Cameroun gêne quelque peu ces derniers. C'est vrai que vous ne partagez pas ce point de vue, mais quand même, quand on regarde ce qui se passe au Ghana, au Kenya, au Sénégal, on a comme l'impression que le Cameroun, et tout récemment même au Nigeria, que le Cameroun accuse un certain retard et qui n'encourage quand même pas la communauté internationale. C'est un politologue, je pense. Quel est votre avis? Un retard où? Sur le plan démocratique, sur les principes. Parce qu'au-delà de la démocratie, qui est le pouvoir du peuple par le peuple, le principe de l'alternance également fait partie du principe de la démocratie. Nous sommes dans un pays où il y a la liberté d'expression. Plusieurs médias exercent librement avec des lignes éditoriales tout à fait aiguës. Nous sommes dans un pays où il y a plusieurs partis politiques. Nous sommes dans un pays où les élections sont libres et transparentes. Et je tiens à rappeler, et je l'ai toujours rappelé aux Camerounais, que lorsque le chef de l'État mettait ELECAM, élection Cameroun, on a approché la société civile. Il faut d'abord voir la constitution même de Titiwel, qui est dans le comité ecclésiastique. Et dans ce comité, on a approché le cardinal Toumi, qui a refusé. On a approché Mme Ariette Ekwe, qui a refusé. On a approché le docteur Mathias Ronangini, qui a refusé. Il y a eu une volonté de rassembler la société civile, les partis politiques, autour d'un instrument de gestion et d'organisation des élections au Cameroun. Vous n'allez pas faire en sorte que vous participez à la politique du boycott des élections et enfin scander cela comme si c'était un outrage à la liberté, à la démocratie. C'est injuste. Ce que je pense, c'est que, je le dis depuis le début,
l'Afrique n'est pas l'Europe. Ici, nous avons notre démocratie à nous. Le président Biya dit le Cameroun, c'est le Cameroun. Le président Biya, les Camerounais trouvent qu'il fait l'affaire et qu'il est un baobab, qu'il est une sorte de forteresse qui permet que nous soyons toujours debout et que nous soyons toujours forts. Ça, c'est la vision des Camerounais. Et personne de l'étranger, de la France, des États-Unis ne peut venir déstabiliser cela. Parce que les Camerounais ont compris qu'il faut un homme fort pour protéger le Cameroun des assauts des Occidentaux. Le critère de l'alternance, je dis oui. Mais est-ce que l'alternance ne dépend pas des peuples? Est-ce que ce n'est pas les peuples qui sollicitent leurs dirigeants? Est-ce que c'est les Occidentaux qui doivent mettre les critères de la démocratie? Parce que la démocratie, c'est aussi la liberté. La liberté de choisir, la liberté d'aller et de venir. Alors pourquoi ils voudraient nous imposer leur modèle à eux? Je crois que c'est au peuple camerounais d'en décider et c'est le peuple camerounais qui doit exprimer sa démocratie. Alors, le fait que le Cameroun soit quelque peu, pas du tout, ou quelque peu, pas très fréquenté par ces dirigeants, ces grands dirigeants du monde, gêne sa manière de faire, est-ce qu'on peut se passer justement de ces gens? En fait, nous sommes dans un système qu'on appelle le village planétaire. On ne peut plus vivre en autarcie. Ce n'est pas possible. Donc, il faut avoir une diplomatie assez offensive et prendre suffisamment de dispositions pour se protéger. Parce que les vautours rôdent. Je suis d'accord qu'on ne doit pas nous imposer. Nous serons d'accord sur tout. Non, non, pas sur tout. Allez-y, monsieur. Pas du tout. Alors, nous, on ne doit pas nous imposer, comme ils essayent de faire ailleurs. Mais, ceux qui dirigent ce pays ont intérêt à se retourner vers le peuple et d'écouter ce peuple. Le problème, c'est que on fait semblant de ne pas accepter ce qu'on imposerait de l'extérieur, parce que ça me rappelle le discours de 90, nous ne voulons pas le multipartisme importé, nous ne voulons pas la démocratie importée, et qui finalement s'est retrouvé face à la pression du peuple à céder. Donc, il faudrait, et nous insistons là-dessus, nous insistons parce que nous avons de l'expérience à ce niveau. Nous insistons que les dirigeants de ce pays gagneraient à rassembler les Camerounais, tous les Camerounais, sans exclusivité, parce que on rassemble qui on veut rassembler, on exclut les autres. La preuve est que l'UPC est interdite depuis 91, où le système en place a installé son UPC dans le gouvernement. Heureusement que vous avez semblé le souligner. Alors, il y a plusieurs tendances. Non, ce n'est pas la tendance. C'est deux partis politiques qui portent le même nom. Deux partis politiques homonymes. Il y a l'UPC de 48 et l'UPC de 91. Donc, le système en place a choisi son UPC en 91, qu'il a bien fabriqué pour l'accompagner dans sa dérive, mais exclut l'UPC de 48. Ça, c'est connu. Tout le monde le sait. Alors, donc, nous continuons de penser qu'il faut, dans ce pays, mettre les Camerounais autour d'une table pour que les Camerounais réfléchissent et se donnent d'abord une constitution et définissent ensemble les règles par lesquelles ce pays va être dirigé. Donc, on peut aller, parce qu'on réfléchit, on voit que Henriette Ekoué, c'est une militante de l'UPC. On va la coopter individuellement. On dit, bon, Mathias Onangini, c'est une grande gueule. On va le coopter individuellement. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire avancer notre pays. Alors, vous avez dit qu'on ne peut pas, on ne peut pas évoluer en autarcie dans le cadre de ce concept qu'on appelle village planétaire. Pourquoi le Cameroun, ou qu'est-ce que le Cameroun devrait faire pour attirer davantage d'investisseurs chez nous? Qu'est-ce que le chef d'État gagnerait à faire pour attirer davantage d'investisseurs au Cameroun, pour attirer davantage
ce chef d'État. Est-ce qu'on devrait peut-être imiter le modèle kenyan, sénégalais ou ghanéen, en mettant certainement en place un système de gouvernance attractif, attrayant, ou fait davantage travailler la diplomatie camerounaise qu'on considère qu'on considérait jusqu'à une certaine époque très amorphe? Je voudrais d'abord mettre un bémol. La diplomatie camerounaise est efficace. C'est une diplomatie de couloir, très efficace. Je vais vous faire remarquer que le chef de l'État fait un discours sur la réponse globale à un problème global de terrorisme. Vous avez vu comment les puissances étrangères ont accouru pour donner leur secours au Cameroun. Le général russe était dernièrement au Cameroun. Laurent Fabius était là. Il y a une sorte de sortie des bois des Occidentaux pour pouvoir mettre la main à la pâte. Je vous rappelle que cela fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'à l'Union africaine, on a beaucoup parlé de la situation du terrorisme au Cameroun. Et je crois que le président Biya étant absent, il y a eu une union sacrée sur le fait qu'il soit appuyé et qu'il y ait une base de cette réflexion au Cameroun. Peut-être parce que quand la maison du voisin brûle, on ne sait pas. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, Thierry. C'est que c'est un président qui est aimé. C'est un président qui a une diplomatie puissante et qui forme une union sacrée autour de sa personne. Vous avez vu Michaël Jean, elle était là dernièrement. C'était une osmose. C'était une sorte de fusion. On a eu l'impression qu'elle se sentait chez elle. On a eu l'impression même qu'elle était camerounaise. C'est ça la diplomatie camerounaise. C'est une diplomatie d'efficacité, une diplomatie d'adoption, parce que lorsque le président Biya travaille pour le monde, il ne passe pas dans les caméras. Il ne passe pas dans ce qu'on appelle le ballet national des jeux médiatiques. Non, c'est un monsieur de la discrétion. Et c'est pour vous dire que la diplomatie camerounaise, il faut le dire, est en branle, elle est très très efficace. Vous avez vu des regrettés mémoires à Mme Foning, qui avait atteint le summum des femmes d'affaires du monde. Tout cela, c'est la diplomatie. Juste que dans nos multiples conversations, on nous avait fait remarquer justement que le Cameroun ne l'avait pas soutenu pour atteindre ce niveau. Hein. C'est impensable. C'est impensable parce qu'elle est la fabrication. Elle est la fabrication du Cameroun. Je voulais poser cette question, vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce qu'on doit faire pour attirer davantage ces chefs d'État, ces opérateurs économiques, pour aider le Cameroun, pourquoi pas atteindre le cap de l'émergence à l'horizon 2035? C'est un cap qui a été fixé par le président national, par le chef d'État, parce que je voulais parler là du président national du RDPC. L'impensé de votre discours, c'est de croire qu'il n'y a pas des investisseurs au Cameroun. Il y en a qui s'installent. Il y a des entreprises qui s'installent et qui font du bon travail. Les entreprises africaines, des entreprises occidentales. Il y en a qui s'installent et qui font du bon travail et qui emploient les Camerounais. Vous savez très bien qu'il y a une compagnie de téléphonie mobile qui vient d'arriver au Cameroun et qui opère. Vous savez très bien qu'il y a une cimenterie africaine qui est là. Il y a beaucoup de projets dans le sens dont vous voulez parler. Pour ce qui est des chefs d'État, je crois que le véritable problème, c'est de rentrer à l'impérialisme. C'est de rentrer à l'époque coloniale, c'est-à-dire ouvrir le Cameroun comme un vaste marché où les gens viennent s'enrichir. Vous les verrez comme un ballet national. Chaque année, ils viendront, chacun viendra prendre sa part. Je crois que le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est de faire comprendre au monde entier que nous avons mûri, que nous sommes devenus matures et qu'aujourd'hui, ceux qui doivent venir vers nous doivent être ceux qui nous apportent quelque chose et qui savent que dans notre pays, nous avons droit aussi à nos ressources. Et c'est cela que vous verrez venir. Sinon, vous comprendrez effectivement qu'ils ne viendront pas parce que le Cameroun appartient déjà aux Camerounais. Donc on retient que la longévité au pouvoir du président Biya ne fait pas problème, n'est pas la cause principale du refus de la destination Cameroun. Je suis toujours gêné quand on pose un problème sérieux comme celui-là en tenant compte d'un individu. Franchement, il faut faire attention. Le président Paul Biya, c'est un homme, c'est un mortel. Donc, faisons extrêmement attention de tout focaliser sur l'individu.
Parce que même la nature, à un certain moment, peut décider autre chose. Donc réfléchissons sur comment notre pays doit être gouverné. Comment est-ce qu'il est gouverné? Et un système mis en place, on l'évalue, ailleurs on l'évalue tous les 5 ans, tous les 10 ans, ça dépend. Mais chez nous, nous avons un système qui est là depuis 60 ans. Et on a eu le temps de voir ce système fonctionner. Je disais tout à l'heure que le Cameroun, c'est un gâchis social. Parce que ce que nous avons en matière de ressources, en matière même de ressources humaines, ce que nous avons, quand vous ne pouvez aller nulle part sans voir des Camerounais en pole position, hein, en Afrique de l'Ouest, la plupart des médias en Afrique de l'Ouest, c'est géré par des Camerounais. Quand on va aux États-Unis, on trouve des professeurs de médecine qui dirigent des grandes structures. Ça veut dire que ce Cameroun, ce pays, a du potentiel. S'il a des potentiels, et si nous gérions notre pays pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire que nous regretterions que ces vautours n'arrivent pas chez nous. Parce que quand ils viennent, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. C'est d'abord pour eux. D'accord, c'est ce qu'on retient. Avec votre permission, nous allons parler d'un autre sujet tout aussi important. Il s'agit de l'opération Épervier. On le sait, selon certaines informations, depuis quelques jours, sur haute instruction du chef de l'État, au moins de 4 commissions d'enquête séjournent en ce moment en Europe et en Asie. L'objectif est de voir clair sur certaines affaires qui impliqueraient certains dirigeants du régime de Yaoundé. Les personnalités chargées de diligenter ces opérations auraient également pour mission de conclure avec des établissements financiers situés dans les pays ciblés des accords visant à définir ou à redéfinir les modalités de retour au Cameroun des fonds dont le pays a pu prouver la propriété légitime. Avec cette sortie de Paul Biya, André Tormeka, peut-on croire que la lutte contre les prévaricateurs de la fortune publique a quelque peu repris du poil de la bête? Je pense que le président Biya est fidèle à sa profession de foi. Il nous a dit que c'était l'une des promesses même de l'élection. Il nous a dit que la lutte contre la corruption va s'intensifier. Et je crois qu'il est fidèle à ce qu'il dit. C'est un travail de longue haleine. Parce que j'ai vu les Camerounais, il faut le dire, hein, qui semblent croire que le chef de l'État ou alors les instances spécialisées pour gérer cela prennent beaucoup de temps, ce qui fait en sorte que les accusés, les présumés coupables, ont du temps pour pouvoir se mouvoir, pour faire disparaître les preuves. Je dis, il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention parce que la justice doit travailler avec munici. Et ça prend du temps. Les enquêtes prennent du temps. Il y a des procès qui prennent 5 ans, 10 ans, parfois même 25 ans. Parce que pour arriver à une conclusion judiciaire fiable, il faut un certain nombre d'expertises. Il faut un certain nombre de précautions juridiques. Et je crois que la justice camerounaise est en train de prendre ces précautions. C'est pour ça que c'est un travail de longue haleine. Vous voyez, il y a des ministres qui défilent tous les jours au TCS. Ils sont convoqués, reconvoqués. Il y a des enquêtes, il y a les instructions. Tout cela, c'est pour permettre à ce que la justice puisse fonctionner. Et pour que le moment venu, lorsque la justice va rendre son verdict, qu'il y ait quand même un maximum de preuves. Alors, peut-on croire au sérieux d'une ou de ces missions? Parce qu'on parle quand même du délégué général à la sécurité nationale, on parle quand même du secrétaire du ministre, comme le secrétaire général à la gendarmerie, M. Boukam. On parle quand même également des renseignements généraux qui ont été mis en branle, notamment en Europe et en Asie, pour enquêter sur les comptes de ces personnalités, de ces barons du Yaoundé. Est-ce qu'on peut donner du crédit à ces missions qui sont déployées à l'étranger? Bon, je crois que vous me posez là une question tout en sachant très bien ce que je peux donner comme réponse. D'accord.
Vous parlez des missions à l'étranger dans une situation où il y a avant eu des missions. Le peuple camerounais aujourd'hui est incapable de dire ce à quoi a servi cette première mission. Et nous savons ce que ça a englouti comme moyen péniblement rassemblé par le contribuable. Donc, quand on interroge le petit Camerounais de la rue, la réponse est toujours simple. Qu'on les laisse tranquilles, mais qu'on nous donne notre argent. Alors, depuis ces arrestations-là, combien a-t-on recueilli? À quoi cela a-t-il servi? Je crois qu'aujourd'hui, il y a en prison un Premier ministre qui avait dit que c'est lui qui a diligenté l'opération Épervier et qu'il suit très bien et qui aujourd'hui a été pris par le même par cet oiseau vorace. Nous ne pouvons pas permettre que des individus dans un pays, parce qu'ils occupent certaines positions, puissent ramasser ce qui appartient à tous les Camerounais pour leur compte personnel. Mais nous savons très bien que dans ce pays, les voleurs nous narguent au quotidien. Nous savons dans ce pays quels sont ceux qui sont des voleurs. On se demande si tout le monde ne l'est pas, moi y compris, bien sûr. Mais ce qui est grave, extrêmement grave, c'est que nous ne voyons pas les personnes concernées, c'est-à-dire le procureur de la République, qui peut, sur la base de simples soupçons, ouvrir une enquête. Nous n'avons jamais vu ça. Alors, c'est toujours du sommet qu'on décide de prendre un tel ou de prendre tel autre. Ça a des odeurs de règlement de compte. Entre... Donc, selon vous, on ne peut pas croire en sincérité de l'opération Épervier, mais je veux revenir justement sur cette opération-là, sur cette initiative prise par le chef de l'État il y a quelques années encore. Mais je reste justement sur ma question. Est-ce qu'on devrait croire en la sincérité justement de cette mission? Je le souligne encore tout à l'heure, le secrétaire d'État à la Défense, le CAM a été choisi, le délégué général à la Sécurité nationale, M. Bagangere. On parle également des responsables de la direction générale de la recherche extérieure et de plusieurs autres personnalités qui sont justement en mission. Est-ce qu'on peut croire en la sincérité de ces missions qui ont été dépêchées à l'étranger? Ma réponse est très simple. On ne peut quand même pas demander à celui qui est soupçonné d'aller vérifier s'il a pris ou pas. Donc, j'aurais un peu de préjugés favorables à une telle mission si elle avait été mise en place par le Parlement qui représente le peuple. Mais cette mission est constituée par ceux-là même qui dirigent ce pays depuis 60 ans et qui l'ont mis au sous-sol. Je ne peux pas croire à la sincérité d'une telle mission. Alors, que pensez-vous justement de cette opération initiée sur haute instruction du chef de l'État par le gouvernement de la République? Disons que, je l'ai dit à l'entame de ce sujet, que le président Biya reste fidèle à sa politique. Je m'accorde avec M. Amakoué sur le fait qu'il aurait été important que le Parlement proposât une commission pour aller vérifier, pour aller enquêter. Mais je dis que ce sont des missions secrètes. Ce sont des missions secrètes parce que, vous savez, ces milliardaires, ces présumés coupables, ont des intelligences partout. Ils ont des accointances partout. Donc, il est important que des fins limiers, des expérimentés, parce que je vous rappelle que M. Laurent Esso est magistrat au échelle. Et ministre de la Justice, garde des Sceaux, oui, actuellement dans le gouvernement Biya. Oui, c'est un magistrat à échelle, un véritable fin limier de la justice, parce qu'il a travaillé dans la justice. Oui. Donc, je crois que nous devons parfois faire confiance. Alors, s'il y a une mission qui est partie et qui est revenue avec une cagnotte assez maigre, parce qu'ils sont revenus quand même avec quelque chose, ce que M. Amakoué
n'a pas l'habitude de lire les journaux. En fait, on a parlé de près de 2 milliards. Voilà. Et combien a-t-on dépensé Donc, pour avoir 2 milliards? vous savez très bien qu'il y a eu certainement un certain nombre, il y a eu langue entre, je crois, M. Francis Docolins et M. Amadou Ali sur... bon, je crois qu'il y a eu quelque chose qui est rentré là-dessus. Non, mais le problème, combien a-t-on dépensé pour avoir 2 milliars? D'accord, on le reviendra sur cet aspect. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est qu'on est rentré avec quelque chose. Et aujourd'hui, si le chef de l'État, président Paul Biya, chef suprême de la justice, a envoyé une autre commission, ça veut dire qu'il y a d'autres pistes. Parce qu'il faut lire les choses entre les lignes. Ça veut dire qu'il y a eu d'autres pistes, d'autres informations, des renseignements qui ont trouvé qu'il y a encore d'autres réseaux mafieux. Et effectivement, on envoie les fins limiers pour s'enquérir, collecter les données et revenir avec. Je crois que nous devons faire confiance. Nous devons faire confiance à cette commission et nous devons soutenir cette commission parce qu'ils font un travail qui nous sera profitable. Parce que, je l'ai toujours dit, la lutte contre la corruption est une lutte pour le développement durable. Parce que si on arrête, on essaie de diluer la corruption, si on essaie d'arrêter l'hémorragie des détournements, ça veut dire que c'est M. Amokou et moi, c'est le peuple camerounais qui va vivre de façon décente. Alors, donc c'est une mission salvatrice. Monsieur Ekwe pense justement que des personnes qui ont été choisies pour diligenter ces opérations sont elles-mêmes quelque peu impliquées dans les prévarications de la fortune publique. N'oublions pas que M. Bokam Naguère avait été cité dans une affaire de détournement quand il était encore ministre des Travaux publics. N'oublions pas également que des soupçons pèseraient sur le délégué général de la Sécurité nationale et sur plusieurs autres personnalités. Donc, peut-être le choix de ces personnalités pose quelques problèmes à la conscience collective. Thierry, moi j'ai été journaliste, je sais comment ça fonctionne. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas à la rue ou aux journalistes d'étiqueter les coupables. C'est la justice qui rend le verdict d'un coupable. Alors, dès lors que la justice n'a pas encore donné son verdict vers un individu, il est innocent. Présomption d'innocence oblige. Tout à fait. Monsieur Amekwe, on ne saurait, pense André Tormeka, jeter le bébé et l'eau du bain avec. Parce que l'initiative, selon lui, est formidable, elle est bonne. Le but étant de ramener quelques prévents dans la maison. Hein, c'est important. Donc l'initiative est bonne, elle mérite d'être saluée, encouragée. C'est vrai quand même qu'elle aurait été davantage importante si elle avait été commandée, notamment par les parlementaires. Bon, nous avons, comment on peut dire, présomption de bonne foi. Nous aurions, je voulais dire, une présomption de bonne foi quand cela se passe. Mais quand nous regardons ce qui s'est passé tout à l'heure, Luther dit, bon, M. Amekwe, peut-être il ne lit pas les journaux. Non, le problème est celui-ci. Je ne peux ne pas lire les journaux, puisque c'est ma source première. Le problème, c'est même un enfant du cours préparatoire ne peut pas aller donner 25 francs et rentrer avec une pièce de 5 francs et dire qu'il a ramené quelque chose. C'est quelle arithmétique, ça? Vous avez peut-être la somme qu'on a dépensée nous savons, pour faire le gap. Comme journaliste, nous savons ce qui a été dépensé. Nous savons qu'il y a des grosses sommes qui sont allées dans les mains de certains conseillers impérialistes qui n'ont même rien fourni, n'ont même pas fourni d'efforts pour cette opération-là. Alors donc, ne jouons pas l'autruche. Nous savons très bien que ça n'a pas porté. Bon, dire peut-être que la première opération n'a pas porté et qu'on va régler cette fois. Bon, là, je serais peut-être favorable à écouter cela, mais dire que la première opération a porté, c'est vraiment c'est se cacher derrière son petit doigt. Alors, il semble, M. Ekwe, évoquer l'émission qui avait été dépêchée à l'étranger à l'époque avec le ministre Amadou Ali, qui était naguère ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui avait signé des contrats, je le souligne encore à l'entame de mon propos, des contrats à prix d'or avec
Maître Vergès, avec Francis Docolis, l'aspect financier, vous l'avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure. Mais au regard justement de la cagnotte qui avait été ramenée au Bercail, on est quelque peu dubitatif sur le sérieux d'une pareille mission. C'est peut-être ce qui pose problème au niveau de la conscience collective. Non, disons que peut-être qu'il y a eu quelques petites mésintelligences. Il y a eu certainement un problème de réajustement parce qu'il faut penser peut-être, je dis peut-être qu'on s'est appuyé sur la sommité, sur l'image de cet avocat, Maître Vergès, pour penser qu'un travail professionnel sera fait. Et vous savez que lorsque on a sous la main un avocat de réputation internationale de sa carrure, effectivement, les émoluments ne peuvent qu'être assez considérables. Et je peux penser que ce qu'il a ramené comme information ou ce qu'il a ramené comme bourse n'est pas négligeable. Je crois que c'est dans cette continuité que la deuxième commission va aller. Peut-être le problème se pose au niveau de la clarté des montants qui avaient été ramenés, parce que quand on écoute quand même le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Laurent Esso, parler de l'agent d'opération épervier, il parle davantage des personnes impliquées, des personnes qui avaient été éclouées et qui ont décidé de bonne foi de rembourser certains montants. Il ne parle pas de la cagnotte qui est revenue justement à l'issue de la mission Vergès et Docolis. C'est peut-être ce qui peut... moi, je pense que c'est à l'opinion publique de demander qu'il y ait la clarté sur ces fonds qui sont revenus. Et je crois que le gouvernement va juger l'opportunité de faire une conférence de presse ou un point de presse pour ce qui est revenu. Mais je crois que jusqu'à présent, ça reste leur méta, c'est-à-dire ça reste une mission secrète, parce qu'il faut le dire aussi, on ne va pas alerter toute la République et tous les réseaux mafieux pour dire que nous allons les arrêter, et voilà comment nous fonctionnons, voilà où nous avons pris cet argent. Ce serait quand même, j'allais dire, ce serait non professionnel, puisque vous ne pouvez pas à la fois aller arrêter le bandit et crier sur tous les toits que je viens vous arrêter. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. C'est une mission secrète, elle est tacite, elle essaye de marcher dans les couloirs des réseaux pour pouvoir récupérer l'argent et pour pouvoir travailler sereinement avec ces réseaux tapis dans l'ombre. Alors, que d'aller avant que d'aller avec M. Ekwe, je vous renvoie la question, peut-on croire à la sincérité de l'opération épervier quand on regarde quand même, il y a près de 8 ans, on parlait de la liste des 44 milliardaires, et quand on regarde justement les personnes qui ont été happées jusqu'ici, on a moins de 10 personnalités qui avaient été listées par l'ambassade des États-Unis. On a eu le temps de parcourir justement cette liste et à comparer avec les gens qui sont actuellement écroués, il n'y a même pas 10 personnes. Monsieur Thierry Niopé, il faut faire attention entre ce qui est dit et le travail de la justice et le verdict de la justice, il y a un gap. Vous savez, la justice ne travaille pas comme dans les journaux où on donne le verdict avec un titre. La justice travaille avec des preuves. Ça travaille avec des preuves et ça travaille effectivement avec le respect des droits de l'homme. Cela peut imputer, nous pouvons aller certainement à l'inférence que tous ceux qui sont déclarés coupables peuvent ne pas l'être à l'arrivée lorsque la justice fait son travail. Donc, il faut croire effectivement, vous voyez parfois, on accuse quelqu'un d'avoir volé 2 milliards, après se retrouve à 500 millions, parfois 300 millions. Il s'agit des pièces comptables qu'il peut fournir pour justifier effectivement les dépenses qu'il a faites. Donc, c'est un travail de longue haleine qui est fait par la justice, par les fins limiers, par les avocats, par les juges, et cela aboutit à une sentence. Donc, ce n'est pas toujours ceux qui sont déclarés dans la presse, ceux qui sont déclarés Internet, qui doivent être tous arrêtés et tous condamnés. C'est un travail de la justice. D'accord. Peut-on croire à la sincérité de l'opération épervier quand on regarde comment elle est diligentée? Certaines personnes parlent justement d'une opération à tête chercheuse visant à couper la tête de quelques personnes qui veulent la place du prince. En fait, en tant qu'observateur, l'opération épervier est une opération de règlement de compte. Ça fonctionne un peu comme des larrons en foire, où chacun veut tromper l'autre, ainsi de suite. Il faut rappeler quand même que si nous sommes à ce niveau-là,
c'est parce que le système en place, au moment où la presse, qui est la lanterne, bon, je crois que Luther, parce qu'il est sorti de la profession maintenant, il peut très bien tirer sur nous, nous avons bon dos. Bon, mais la presse a fait un travail remarquable dans ce pays. La presse fait, c'est vrai, comme on dit, il y a des brebis galeuses partout, mais la presse fait un travail remarquable. Et je rappelle que quand la presse a commencé à lever le lièvre, c'est le système en place qui a encouragé en disant où sont les preuves. À l'époque, on n'a même pas pensé qu'il fallait regarder, être attentif à ce que disait la presse. On a laissé passer le temps et on a permis aux gens d'amasser des fortunes. Et aujourd'hui, on prend un tel, on invite la même presse avant d'aller le chercher. Ce qui est déjà suspect en soi. Donc, Luther parle d'un travail de coulisses. Je ne sais pas si c'est ça, le travail de coulisses. Parce que nous autres journalistes, nous sommes informés que tel va être arrêté. Et pendant qu'on va l'arrêter, la presse est là. Et bon, donc on cherche à humilier certaines personnes. Et on sait très bien que c'est très simple. Hein. Quand vous voyez un jeune homme ailleurs, bon, c'est vrai que le Cameroun, c'est le Cameroun, mais ailleurs, quand vous voyez un jeune homme de 36 ans, sorti de l'école, qui occupe un poste de l'endroit, qui, tout le monde sait ce qu'il peut avoir comme salaire. Tu le disais tout à l'heure, 300 000 francs, ça ne suffit pas pour vivre dans notre pays. Mais vous voyez un jeune homme qui n'a pas 300 000 par mois, qui a dans son parc automobile 5 véhicules, qui consomme au moins 10 000 francs de carburant par véhicule et par jour, alors, sous d'autres cieux, celui-là est déjà un suspect. Et on n'attend pas le président de la République pour ouvrir une enquête sur un individu pareil. Alors, nous allons croire à la sincérité de cette opération quand ça fonctionnerait à peu près comme cela. Quel est votre avis sur la question? On va sortir par là. Non, je crois que je suis un peu d'accord. Il faudrait appliquer l'article 66 de la Constitution, la déclaration des biens, parce que je crois que la déclaration des biens, lorsque vous prenez fonction, permet d'avoir le listing de tout ce que vous avez, et quand vous sortez de votre fonction, ça permet de faire le gap et de se situer sur le fait de votre travail. C'est une évidence. C'est une évidence également qu'on n'a pas besoin de tambouriner dans les médias. On n'a pas besoin de tambouriner dans les chaumières, même dans les chancelleries, pour constater qu'un individu est suspect. Qu'un individu est en train d'élever des immeubles, alors qu'effectivement, sur le fichier, on ne sait pas ce dont il travaille. Le procureur peut se saisir de cela. Je suis d'accord. Je suis aussi d'accord que le chef de l'État, qui est chef suprême des armées, qui est chef, commandeur en chef de la justice au Cameroun, la magistrature suprême, je dis ça autrement, peut également, en tant que garant des biens, de la sécurité des biens et des personnes, instruire effectivement à ce que la justice puisse s'intéresser à ce dont qui se trouve suspect. Parce que lorsqu'il dit que je tire sur les journaux, je ne tire pas sur les journaux. Mais pensons, le problème ne se situe pas au niveau du sommet de l'État. Hein, parce que qui devrait impulser la dynamique justement de l'application de l'article? Le décret d'application devait être signé par qui? Mais c'est le Parlement qui doit impulser. C'est le Parlement. Le dossier avait été, la Constitution le prévoit, le décret d'application est toujours attendu et c'est certainement du domaine du chef de l'État. Oui, c'est du domaine du chef de l'État, mais le Parlement est un groupe de pression, le Sénat est un groupe de pression pour que cela soit appliqué. Croyez-vous, M. Amekwe, que le Parlement, notamment avec le Sénat et donc la Chambre haute et la Chambre basse, pourrait être véritablement des moyens de pression pour mener le pouvoir en place, notamment le président de la République à arriver à l'application de l'article 66 relatif à la déclaration des biens? Non, parce que quand on voit l'obésité de ce Parlement-là par rapport au système ojolatis RDPC qui dirige le pays,
Ça ne peut pas passer par là. Donc tout est fait pour que la déclaration des biens ne soit jamais un fait au Cameroun. Non, pas du tout. Thierry, ne me fait pas dire ce que je n'ai pas pensé. Ce que nous disons, le peuple doit prendre son destin en main. On ne peut pas compter sur le RDPC pour changer quoi que ce soit. Parce que le RDPC s'est donné suffisamment d'espace pour empêcher cela. Et il n'y a que la pression populaire. Comme la pression populaire a poussé M. Biya à accepter le multipartisme en 90, comme la pression populaire l'a poussé à déjouer la Commission nationale électorale indépendante et nous a donné des succédanés ONEL 1, ONEL 2 et les camps. Cette pression, la poussée doit continuer pour arriver à obtenir ce qui va pouvoir nous libérer dans ce pays. Et on ne peut pas compter sur le Parlement obèse du RDPC pour faire ce travail-là. Donc, de compter justement sur le Parlement, comme le souligne M. André Le Thor Meka, pour faire infléchir le gouvernement pour ce qui est de l'application de l'article 66 relatif à la déclaration des biens, qui est quand même un baromètre susceptible de permettre le pouvoir lutter véritablement contre la corruption. Il faudrait davantage compter sur le peuple camerounais, pense M. Hilaire Amekoui. Il nous reste sensiblement 15 minutes et on va continuer au pas de course en parlant cette fois-ci de la culture à la suite du protocole d'accord qui a été signé le 22 mars dernier entre les présidents des conseils d'administration de la CMC et de la SOCAM. Ceci dans le but de rétablir la légalité et la légitimité dans la gestion collective du droit d'auteur du domaine musical au Cameroun. Très belle actualité, très belles images d'ailleurs. On a vu il y a quelques jours, une semaine par là, beaucoup de choses ont été dites à ce sujet. Monsieur André Le Thor Meka, vous êtes certainement proche du domaine musical camerounais. Comment avez-vous apprécié cette poignée de main, ce protocole d'accord qui a été signé? Disons que j'ai vu cela avec beaucoup. J'ai été ému et j'ai compris qu'il y a des artistes, il y a des leaders des artistes qui veulent véritablement construire le droit d'auteur au Cameroun. Et c'est vrai que j'ai été très surpris de cet accord parce que j'ai eu l'impression effectivement qu'il s'agissait des parias, c'est-à-dire Sambende qui a eu des mailles à partir avec le ministre Amatou Toumouna, parce qu'il faut le souligner, la CMC sous le règne de Sambende était déjà sur le chemin de la construction de quelque chose un peu solide. Alors, il a été évincé et il a été remplacé certainement pour Odile Gasca. Odile Gasca, c'était également un fiasco, remplacé à la suite par Didier Yango. Didier Yango qui a été chassé pratiquement. Et lorsque ces deux leaders se retrouvent pour signer ce protocole d'accord, j'ai trouvé cela intéressant. J'ai trouvé cela un peu intriguant parce que j'ai eu l'impression qu'il s'agissait d'un protocole d'accord qui est peut-être en marge de ce que le système de la culture voudrait. Mais je suis intéressé par la démarche de Sambende et de Didier Yango qui voudrait faire la paix, qui voudrait construire un nœud, une base pour pouvoir rassembler les artistes. Alors, quand on regarde quand même que le protocole a été signé loin de la présence du ministre de la Culture, Amatou Toumouna, qui, on le sait, en 2008, en mars notamment, avait mis le droit d'auteur musical camerounais quelque peu en difficulté en mettant de côté la CMC pour créer la SOCAM. Quand on voit justement que ce protocole d'accord a été signé en marge de la présence tutélaire du ministre de la Culture, on a envie de se poser des questions, notamment celle qui consiste à vous demander, M. Mbekwe, jusqu'où iront-ils? Moi, par contre, je suis plutôt soulagé que cela soit passé en marge de Madame le ministre de la Culture. Parce qu'il faut dire, c'est elle qui a foutu le grand thème dans ce domaine-là.
cette poignée de main entre acteurs de la chose, c'est d'ailleurs ce que nous pensons qu'on doit faire. C'est-à-dire que on a beau forcer une situation, sans aller à la base, ça n'arriverait pas. La musique, comme le football dans notre pays, c'est les leaders d'un groupe. Quand on parle de culture, on regarde la musique, et rien que la musique. Bon, nous autres écrivains, on est en marge, et les artistes plasticiens et tout ça sont mis en marge. Bon, mais la musique, on parle de la musique. Quand on parle sport, c'est football. Bon, n'oublions pas, Luther a fait tout à l'heure là un peu le parcours qui est arrivé là. Sambende a été abattu en plein vol au moment où les artistes musiciens respiraient déjà un tout petit peu, sortaient la tête de l'eau. Mais, comme je le disais, nul ne peut se prévoir sa propre turpitude parce que c'est les mêmes artistes qu'on a utilisés pour détruire cette structure-là. Et je pense que Madame le ministre de la Culture, qui royalement, et je dis c'est une insulte à l'endroit de tout le peuple camerounais, qui allait jusqu'à ignorer les décisions de la Cour suprême, la plus haute juridiction de notre pays. C'est une insulte. Et je parle sous le contrôle de mon ami, et reconnaissons quand même qu'il y a une certaine impunité dans ce pays. Une certaine impunité. Nous devons en avoir honte. Parce que Madame est toujours ministre, bien entendu. Alors, donc, les artistes doivent prendre conscience, et je pense que c'est une prise de conscience là, et décider d'aller en rang serré et de fonctionner sans cette structure qui est là, qui les a retardés pendant longtemps. Alors, mais est-ce que les artistes musiciens camerounais peuvent-ils fonctionner en marge du ministère de la Communication, de la Culture, en marge de Amadou Toumouna, parce qu'au-delà justement de la SOCAM, au-delà de la CMC, il y a également une autre structure qui a été mise sur pied, une sorte de commission ad hoc gérée par Sanfan Thomas, qui s'est d'ailleurs dit ouvert au dialogue, ouvert à la conciliation. Mais il y a également à côté des gens comme Raymond Tienga qui viennent quelque peu jouer les troubles faits dans ce vaste champ. Il y a à côté de cela Raymond Dika. En réalité, on a comme l'impression qu'il y a tellement de mélange de genres et on a comme l'impression justement, pour finir, qu'à cette allure-là, ce protocole d'accord peut être un protocole pour rien. Quel est votre avis? Disons que j'ai eu la chance, le privilège de travailler sur ce coup avec Sambende. Il y a d'abord eu vice de forme parce que la SOCAM a été construite sous les cendres, je dirais même pas les cendres, sous le plateau de la CMC. C'est avec les membres de la CMC qu'on a fait la SOCAM. Et l'agrément de la CMC n'était pas inspiration. C'est là où Sambende porte plainte. On lui demande au ministère tutélaire de remettre l'agrément à Sambende. Je ne sais pas si ça a été fait. Et vous constatez effectivement que lorsque Dedi et Yango gagnent, effectivement, on reprogramme les élections. De même qu'on avait reprogrammé les élections pendant Sambende. Vous voyez que c'est le même scénario. Et lorsque Raymond Tiengan également entre dans le droit d'auteur avec Odile Gascar, il y a des problèmes de gestion. La gestion d'Odile Gascar est opaque. Il se retire pour pouvoir se relancer à la SOCAM. Mais il y a des blocages et créer un syndicat. Roméo Dika également veut être adoubé par le ministère de la Culture. Il y a des véritables problèmes pour lui donner l'onction, se retire et crée également un syndicat. Alors, il y a des batailles en arrière-plan. Bataille de Raymond Tiengan qui veut contrôler les musiciens pour pouvoir contrôler effectivement les droits d'auteur. Il y a les batailles de Roméo Dika soutenues par l'État. Parce que chaque fois qu'il fait
Précisément par Amatoutou Mouna, le ministre de la Culture. Moi, je dis l'État. Amatoutou Mouna, c'est l'État. Non. Amatoutou Mouna incarne l'État. La preuve. Elle ne peut pas faire une descente. Elle ne peut pas faire une descente sans qu'il y ait le protocole d'État. Elle représente l'État. On s'est compris à ce niveau. Puis encore, il y a le gouverneur de la région du littoral. Donc, cela montre effectivement que Roméo Dika est un peu plus sérieux et est peut-être le candidat de l'État. Donc, c'est ces bagarres en arrière-plan qui font en sorte qu'il y a un capharnaüm autour des droits d'auteur. Mais je constate qu'il y a déjà une synergie entre Didier Yango et Sambende, et ce serait important que tous les chefs de guerre, c'est comme ça qu'on les appelle dans leur secteur là, tous les chefs de guerre, notamment Roméo Dika, qui est un vieux de la vieille dans les droits d'auteur, parce qu'il faut dire qu'il a été secrétaire général à Sosinada, et j'ai le rapport Messi, qui effectivement, on le voit partout dans ce rapport, rassembler Sambende, Didier Yango, Raymond Tchengang, qu'ils s'asseyent et qu'ensemble, ils construisent les droits d'auteur avec Moussa Issam, l'Angoula et les autres. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, ils doivent, c'est dans cette fédération, cette union qui va permettre en sorte qu'ils puissent s'imposer auprès du gouvernement camerounais. Parce que dès lors que, comme disait M. Amokwe, il y a des dissensions, des divisions, parce qu'on les utilise, vous savez très bien, Djane Djente aujourd'hui, il est de ce côté, après-demain, vous le voyez de l'autre côté, après-demain, vous le voyez. C'est dès lors qu'il y aura une union sacrée des artistes qui vont s'asseoir, unique, union sacrée autour des droits d'auteur, que l'État va marcher. Mais dès lors qu'il y a des scissions, le politique va utiliser cela pour pouvoir les diviser. Je vais chuter par là en disant que j'aimerais prendre les Camerounais à témoin que depuis près de 5 ans, en tant que sociologue, j'observe que partout où il y a l'argent, les élections ne se tiennent jamais. Vous allez voir à la FECAFOOT, les gens veulent tuer Tombe Yaroko et le professeur Joseph Founa, parce qu'effectivement, là-bas, il y a les milliards. Vous allez voir dans les droits d'auteur, les élections ne se tiennent plus depuis près de 5 ans. Parce que ce n'est pas les candidats que vous voyez là. Moi, je les appelle les personnes écrans. C'est les personnalités entre eux-mêmes qui se bagarrent pour contrôler ces milliards. Il n'y a pas d'élection. Vous allez voir dans les marchés, dans le littoral, avec le problème Alice Maguedio, vous allez voir que là-bas, les syndicats se bagarrent. On ne sait plus quel est le syndicat, alors que Alice Maguedio a été voté et il y a des problèmes. Partout au Cameroun où vous allez voir les milliards, vous allez voir les problèmes. Alors, il a présenté une sorte de capharnaüm. Il a présenté carrément plusieurs clans qui se battent pour contrôler le droit d'auteur. Et à côté, il y a deux parias, pour utiliser toujours des propos d'André Utormeka, qui ont réussi à se fédérer autour d'un protocole d'accord. Est-ce qu'à cette allure-là, on sortira finalement le droit d'auteur de l'auberge? Non, c'est un problème de volonté et de prise de conscience. Aujourd'hui, chaque artiste, musicien, devait faire son introspection. Parce que tout à l'heure, là, il a donné quelques caricatures des mouvements qu'il y a eu dans ce capharnaüm. J'utilise son mot, et c'en est un d'ailleurs. Donc, il faut qu'il y ait une volonté. Et déjà, les deux, c'est déjà une volonté en soi. Parce que hier, Sambende était pratiquement marginalisé. Et il faut dire que je tire le chapeau à ce monsieur parce que il a su se battre. Il a su se battre et résister. Il faut voir qu'à un certain moment, on a pratiquement tout fait pour qu'il soit isolé. Mais il a su se battre. Et en se battant, même ceux qui ne l'aiment pas ont trouvé qu'il était incontournable. Bon, si aujourd'hui, de l'autre camp, ceux qui sont allés s'essayer dans une affaire hybride qui n'avait rien de particulier, ça ressemble un peu à une structure qui ne peut rester que là, à côté, pour faire figuration. Parce qu'au niveau international, on ne pouvait pas, la SOCAM ne pouvait pas agir efficacement parce que c'était connu là-bas que ce n'était pas une structure qui avait suivi le canon normal pour représenter les artistes. Donc, si aujourd'hui,
il y a déjà ce rapprochement, c'est une bonne chose, et il faudrait que les autres prennent conscience, en sachant qu'ils se battent d'abord, un, pour eux, et deux, ils se battent pour la postérité. C'est ce qu'on peut retenir comme votre mot de fin sur le sujet? Tout à fait. André Luthor Meka, vous avez parlé de fédération. L'union sacrée autour du... Les artistes doivent s'asseoir pour pouvoir faire l'union sacrée. Ce n'est que dans cette union sacrée-là qu'ils pourront imposer leur volonté. Je voudrais terminer cette mission en disant toutes mes condoléances à la famille de Guy Lobet et souhaiter que la terre de nos ancêtres lui soit fertile. C'est un artiste que j'ai connu pendant effectivement que j'étais dans les tribulations des droits d'auteur avec Sambende. J'aimerais véritablement que le monde artistique et l'État camerounais lui rendent hommage parce que c'est l'un des grands artistes qui a meublé le monde artistique du Cameroun, ici et ailleurs. Voilà, c'est sur cette note quelque peu de tristesse que nous allons terminer cette émission. Guy Lobet, qui a été, dont la dépouille mortelle a été levée jeudi dernier, a entamé justement son chemin vers l'éternité. Il a été inhumé samedi. On espère, comme l'a dit André Luthor Meka, que la terre de nos aïeux lui sera fertile parce qu'il a beaucoup apporté à la musique camerounaise notamment et aux droits d'auteur de manière particulière, vivement, que la communauté des artistes se fédère davantage pour permettre aux droits d'auteur de sortir véritablement de l'auberge. Merci M. Amekoui, une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir était le même. Tout le plaisir est pour moi aussi. Merci André Luthor Meka, sociocommunicateur, par ailleurs enseignant également. Merci. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir de participer à cette émission et à cette télé que je trouve futuriste. Merci de m'avoir invité. Voilà, madame, monsieur, merci également à vous d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission. On espère simplement avoir été à la hauteur des sujets qui vous ont été proposés. On espère vous retrouver très prochainement sur ces mêmes antennes. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.